Bienvenue à tous, bienvenue dans Africa Power pour ce débrief d'après-match. L'équipe de France face aux Pays-Bas. Naïm, on s'est complètement régalé. Non, je déconne. C'est totalement fait chier. Ah, c'était une purge, on va pas se mentir. On Mais s'attendait. il y a eu quelques actions quand même, quelques coups d'éclat. Il y Ah, a on des va, choses à on, va, dire. on va rentrer un peu dans le débrief. On a pris un peu la vision africaine, comme vous le savez, sur Africa Power. On débriefe un peu l'actualité africaine et binationaux, notamment dans cet euro. Les binationaux qui brillent de mille feux depuis le début de cet euro. On reviendra aussi un peu sur le cas de l'Espagne, sur le changement, sur la tradition espagnole qui est en train de s'effriter au profit de l'intégration des binationaux. Alors, mais on va quand même revenir sur le match de l'équipe de France avec, en présentation, on était en train de regarder avec Naïm, on était en train de regarder un peu l'équipe et l'effectif, et on s'est dit quand même que sur les 22 acteurs sur le terrain, il y avait quand même 9 binationaux. 5 en équipe de France, avec Chouameni, avec Ousmane Dembélé, avec Koundé, Saliba et N'Golo Kanté, et côté Pays-Bas, Nathan Ake, Frimpong, j'attendais beaucoup plus de Frimpong, on va en discuter, et Gakpo, et bien sûr Memphis Depay. Donc on avait vraiment des joueurs, ça joue dans les plus grands clubs en Europe. Là, tu as vraiment en face deux équipes qui sont peut-être programmées pour jouer le dernier quart. Allez, le quart de finale, peut-être le dernier carré, ça me paraît compliqué quand même pour les Pays-Bas. Mais finalement, on reste sur notre fin là. Bah, quand on voit les 9 joueurs là, à l'écran, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu des fortunes diverses ce soir. Il y en a qui ont crevé l'écran, on pense encore une fois à N'Golo Oh, Kanté. oh là 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 N'Golo là. Kanté qui a fait encore un match extraordinaire. Je crois qu'on Ouais, va pouvoir faire on un en anti parlera de dans les tops. superlatif. On en parlera dans les Mais tops et les flops, mais ouais. N'Golo Kanté, c'est. Encore un match extraordinaire. Bon, les défenseurs, Saliba et Koundé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont été costauds. C'est les créatifs hein, vraiment qui ont failli dans ce match. Hein. Depay a été, je crois que Depay il a quasiment tout raté dans son match. Bon, Dembélé, il a fait du Dembélé. Non, mais en plus, on était parti sur une formation, quand on reprend un peu le 11 de départ, quand on reprend la formation, on va vous l'afficher, on avait mis N'Golo Kanté aussi dessus, mais quand on reprend le 11 de départ côté Pays-Bas, moi j'étais surpris de voir dans cette formation, c'est plus un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, parce que Dumfries et Frimpong côté Pays-Bas, c'est le même poste en fait. C'est des joueurs qui jouent en 3-4-3 ou 3-5-2 dans leur clubs respectifs. Et là, j'ai l'impression qu'ils se marchaient un peu dessus, Dumfries et Frimpong. Ben, j'ai eu du mal pendant un moment vraiment à comprendre si c'était un 4-4-2, parce que des fois sur le pressing, Depay et Simon étaient assez hauts, et ça ressemblait un peu à un 4-4-2 avec les ailiers qui rentraient un peu sur les milieux, ou si c'était vraiment un milieu à 5. Enfin, ce qui est sûr, c'est que sur les côtés, Frimpong n'a quasiment pas existé à part son action au début du match. Je pense que c'est trop haut pour lui de jouer à ce poste-là. Il doit partir de plus bas. Et ça a été très, très compliqué. Mais globalement, que ce soit côté français ou côté hollandais, les offensifs ont déçu. C'est pour ça aussi que le match a été décevant. C'est qu'avec la qualité qu'il y avait individuellement, bah, Griezmann, ce n'était pas son meilleur match. Thuram a été beaucoup plus intéressant qu'au premier match, mais est-ce que c'est suffisant pour un match de ce niveau-là? Dembélé, très, très décevant. Depay, très, très décevant. Frimpong, très, très décevant. Donc, Peut-être jusqu'à. on a Ouais, peut-être une réponse. On en a discuté en aparté, on a peut-être la réponse. Et en fait, quand je revois la composition, je comprends en fait le Dumfries et Frimpong pour bloquer le couloir gauche, pour bloquer Théo Hernandez. En fait, finalement, Deschamps a voulu bloquer Coman a voulu bloquer Deschamps, finalement, en isolant les couloirs. Il y a eu aucun dédoublement dans ce match. De toute façon, c'est le seul 0-0 de l'Euro. ouais. Et on a vraiment senti deux équipes qui se craignaient, et encore plus les Pays-Bas qui craignaient encore plus l'équipe de France. Bah, ça, c'était compréhensible à la rigueur. La France, pour moi, c'est clairement la meilleure équipe de l'Euro individuellement. Collectivement, on va en reparler. Mais en termes de qualité individuelle, il n'y a pas plus fort. Physiquement, ça, j'ai aucun doute, c'est l'équipe la plus forte de l'Euro et de loin. Donc, on pouvait comprendre que les Pays-Bas craignent la France. Ce qui a été un peu décevant, c'est que la France n'avait pas mettre un peu plus de pression. On a senti que les deux équipes se contentaient du nul. Et si je peux le comprendre pour les Pays-Bas, j'ai quand même beaucoup plus de mal à le comprendre pour la France. Une France privée, quand la France est privée d'Mbappé, moi je me pose souvent la question, est-ce que la France peut être efficace sans Kylian Mbappé? J'ai l'impression que quand tu te reposes tellement sur un joueur, quand il n'est pas là, mais finalement, tu as l'impression que c'est un peu dépeuplé parce que ceux qui se sont créés des occasions, bien évidemment, on va parler de la prestation. C'est même pas XXL parce que je trouve pas les mots. Parce qu'N'Golo Kanté, en fait, c'est quoi son positionnement dans cette équipe?
Quel est son rôle à ce joueur-là? Parce qu'il est à la baguette, il a la récupération, il a la projection, il a la passe, il a l'ouverture. On voit, en fait, il a un panel de joueurs que si c'était un joueur tatoué sud-américain, on se dirait potentiellement c'est un futur ballon d'or. Pour moi, cette Et, map, cette map, c'est elle est Mbappé. incroyable. Cette map, elle est incroyable. Il était de partout. Et il se force maintenant à dribbler parce qu'au final, il se sent obligé de faire des différences que les autres n'arrivent pas à faire. Et, euh, Et il et, sait le on- faire. et- Et il il sait sait le le faire. faire. Il sait le faire. Des fois on sent qu'il se force et qu'il a perdu deux trois ballons où il s'est forcé à dribbler parce qu'il n'y avait pas les solutions. Alors oui, bien sûr, on est obligé d'être moins fort sans Mbappé. C'est une certitude. Logique. Mais, C'est mais logique. quand tu vois la qualité offensive qu'il y a quand même, tu te dis que tu dois faire beaucoup mieux que ça, au moins dans les intentions. Et pour moi, enfin, non, mais toujours pareil, alors je suis peut-être pas objectif parce que c'est un Parisien, mais un joueur comme Dembélé, je continue à me poser la question, est-ce que ce joueur est rentable? Et je continue à penser que non. Parce que Ah, oui, il est beau, il fait des différences extraordinaires, il n'y a pas de Titi souci. Camara, on a connu à Marseille, c'est Aboubacar Camara, celui qu'on surnommait Titi Camara, capable d'éliminer n'importe qui en un contre un, qui va plus vite que tout le monde, mais qui n'est pas capable de faire une passe. Et ben, Et qui n'a pas de frappe de balle non ben, plus. au final on se rend compte que ça ne sert à rien. J'ai cru entendre qu'il avait marqué 3 buts cette année avec Paris. Oui, et il a marqué à partir de février ou mars, hein, parce qu'il avait marqué C'est 0 but depuis le. c'est inimaginable pour un joueur comme ça. Il y a une action, qui le résume bien. Christophe Dugarry en a parlé. C'est l'action où il élimine avec une facilité incroyable Ake, qui est pas le premier venu pourtant. Ouais, et en plus, c'est Et, très solide. Ouais. Mais et là, sur sa deuxième touche de balle, il vient à 6 mètres. Non, mais à ce niveau-là, un joueur de ce niveau-là, c'est pas possible. Enfin, pour moi, Dembélé dessert plus la France qu'il la sert. Et bien sûr qu'à un moment donné, il va réussir à dribbler une frappe extraordinaire. Et on va dire voilà pourquoi il reste sur le terrain. Mais à un moment donné, tu juges un joueur sur la rentabilité à long terme, pas sur un coup d'éclat sur 100 tentatives. Donc, et c'est donc, surtout donc, que, encore plus. Alors, est-ce qu'il met Dembélé parce que il se dit qu'avec Koundé, il n'a pas un latéral capable de proposer des solutions, donc c'est Dembélé est capable en un contre un de toujours faire mal à son adversaire, au détriment bien évidemment de la dernière passe. Mais mine de rien, si on se replonge un peu sur le match en lui-même, la France a quand même de très très grosses opportunités. C'est-à-dire qu'ils ont 4 énormes occasions. Ça commence avec le raté incroyable de Rabiot. Il est incroyable. ça, franchement, et pourtant, pour avoir joué longtemps ensemble, tu sais que je suis un joueur collectif et que Ah je cherche, ça, je les gens ne cherche te toujours connaissent la bonne pas, passe. mais Mais là, c'est pas possible. Il est à combien? À 3 mètres de la cage? bah, en Enfin, les gars, fait, on ne le gardien comprend pas. qui sort même pas. Mais pourquoi? Non, mais la question c'est à quel moment, parce qu'il était un peu loin du ballon, donc au pire il fait un pointu, parce il est un peu loin du ballon, mais à quel moment, quand tu es dans les 3 mètres du gardien, à quel moment tu cherches à faire une passe? Ah, ce qu'il a fait. Enfin, tu le fais si le gardien sort vraiment fort, Oui, oui, tu n'as pas le que tu n'as choix. pas la possibilité. Le gardien n'a pas bougé. Enfin, en tout cas, lui a largement laissé le temps de tirer. Et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Là, il aurait envoyé n'importe quelle partie du corps, il marquait. Pour Ah le oui, coup, non, mais un c'est surtout que extérieur. l'action était incroyable. La remise de Thuram exceptionnelle. Thuram, il a été très, 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 très précieux dans ce jeu en appui. Attention, il avait du lourd quand même sur lui au marquage, hein. Donc, et Thuram s'est sacrifié, on va dire, sur ce match-là. Il est meilleur quand il joue en point d'appui, Thuram. Contrairement à sur un couloir, je trouve qu'il est toujours. Et c'est là où il a été bon avec l'Inter, hein, en jouant avec Lautaro Martinez. Il servait de point d'appui à Lautaro. Donc, Lautaro qui tourne autour. Je pense que Deschamps a voulu faire un peu la même chose avec Griezmann et Thuram. Et finalement, c'est Griezmann qui est le joueur aujourd'hui qui a failli dans l'opportunité. Et pourtant, il éclaire encore le jeu par moment, hein. On le voit Ah que oui, ça. c'est lui qui fait la différence dans la passe, justement. Mais voilà, pas assez précis. À l'instar de ce que je te disais, les deux équipes, c'est ce qui a failli. C'est vraiment cette passe-là. Parce que les Pays-Bas ont eu beaucoup moins d'occasions que la France, mais beaucoup plus d'opportunités sur des contre-attaques où ils ont mal géré une passe qui, pour des joueurs de cette qualité, est très faisable, voire facile. Et, Il a dit Deschamps à la mi-temps. ouais, On a ouais. perdu 2-3 ballons très dangereux. Si c'est d'autres joueurs dans une autre configuration, si c'est l'Allemagne, je pense à l'Allemagne ou à l'Espagne, ça finit pas de la même manière l'occasion. Non, c'est sûr. Et là où je te rejoins totalement pour Griezmann, c'est que par contre, sur le coup, ça a été reproché à N'Golo Kanté de lui avoir fait la passe. Là, je trouve pas. Là, je trouve que c'est très bien joué, qu'il y a du monde devant, qu'il est un peu loin et Bien que son sûr. décalage, il est incroyable et qu'un joueur comme Griezmann ne peut pas rater ce qu'il a raté parce que c'est sa prise de balle qui est pas bonne.
Il a le temps Ah, et de c'est la surtout que qualité. c'est sa qualité, c'est sa première qualité, Griezmann. C'est un joueur d'un ancien temps, c'est un joueur espagnol qui joue à l'équipe de France. Et il a cette qualité technique sur sa première touche, c'est là où il est vraiment performant avec l'Atlético de Madrid. Et c'est un joueur qui marque des buts, Griezmann, c'est pas simplement un passeur. Non, Donc c'est pour moi, c'était parfaitement joué de la part de Kanté. C'est exactement ce qu'il devait faire. Et là, Griezmann a failli, comme Rabiot a failli sur la première. Et ça, c'est quand même deux énormes occasions. Ils sont tellement proches de la cage. ouais, ouais, Tout le là monde est c'est surpris. Enfin, les deux plus grosses occasions du match, c'est celle-là, au-delà du but de Simon, dont on va reparler. Mais oui, la France a eu les plus grosses occasions. Les Pays-Bas, les meilleures opportunités qu'ils n'ont pas su amener jusqu'à une occasion. ouais, c'est quand on regarde un petit peu sur les ce match, il est compliqué à analyser, je trouve moi, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu assez de il y a eu beaucoup de joueurs transparents dans ce match. C'est-à-dire qu'on peut vraiment dire qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas vus dans cette rencontre-là. C'est-à-dire que quand on voit le match si on prend côté français de Jules Koundé, tu prends Théo Hernandez, c'est des matchs tellement neutres qu'on se pose la question vraiment dans le football moderne, on est quand même sur les rôles les plus importants quasiment de l'effectif, c'est les joueurs de couloir. Et pour permettre de libérer des joueurs, notamment les offensifs. Là, vraiment, même côté hollandais, hein, côté des Pays-Bas, les couloirs ont été désertés. On sentait que la consigne première, ou en tout cas, si ce n'était pas la consigne, mais je pense que c'était la consigne, de même les joueurs qui voulaient en premier, c'était bien défendre. Oui, c'est ça. Et c'est dommage. C'est quand même dommage, surtout du côté français. C'est ce que je répète. Je le comprends. Du côté des Pays-Bas, ils ont beaucoup moins de certitude, beaucoup moins de qualité. Le gros du groupe, c'est la France, c'est pas les Pays-Bas. Et donc, je pouvais le comprendre de leur côté. Honnêtement, il y a quand même eu un manque d'ambition côté français. Et là, après le top, on Pardon. on commencera à parler des calculs. Parce que justement, qui a fait la bonne opération aujourd'hui? Ouais. Euh, Ouais, on peut d'ores et déjà se poser la question. On peut se poser la question. Je voulais faire ressortir avant ça juste les tops de ce match-là, parce que dans un match comme ça, c'est très compliqué de faire ressortir des tops. Moi, personnellement, à si part tu un. bon, le top qui a crevé l'écran, bien évidemment, N'Golo Kanté. Après, côté Pays-Bas, Xavi Simons, c'est le seul joueur qui a été dangereux avec Gakpo en première mi-temps, peut-être. C'est ça. En fait, on l'a mis en deuxième position. Comme tu dis, c'est très dur de faire ressortir quelqu'un. Il n'a pas été extraordinaire, Simons, mais il a quand même eu la touche technique en plus Ouais. sur deux, trois dribbles et surtout sur la finition incroyable qu'il a sur le but qui est refusé, où il y a débat quand même. Hein. Il y a, Il y il y a- a, il y a un gros débat sur le but. il y Si a tu es un un- arbitre joueur, que tu as déjà joué au ballon, que tu as déjà été gardien, et si dans le quart de la VAR, tu as déjà connu ce genre de situation-là, tu ne peux pas refuser le but. quelqu'un qui a un feeling football ne refuse pas le but. Parce qu'il On est sait d'accord. que Mike Maignan ne veut pas intervenir. Maintenant, la réalité, c'est que Dumfries est sur sa trajectoire qui le gêne. Il l'empêche de plonger, ça c'est vrai. Mais ce plongeon n'aurait servi à rien. Donc, pour moi, on en parlait, on faisait le comparatif avec le but refusé à l'OM contre le PSG pour une position de hors-jeu de Luis Enrique un peu similaire. C'est quand même différent. Luis Enrique, il n'influe pas du tout Ouais, là, on va sur dire que même s'il plonge Maignan, même si il le voit, c'est quand même très, très compliqué. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ces 1% de doute qui font dire que c'est pas une erreur manifeste comme ça avait été pour le match au MPSG, mais que c'est quand même très très sévère de le refuser. ah oui, oui, oui. Bon, ça aurait été le hold-up des Pays-Bas, hein. Ça aurait été un Mm. véritable hold-up, hein. Parce que, Ouais, hormis ça la aurait frappe été de le Gakpo contentieux. au premier mi-temps, on a mis Mike Maignan parce que c'est probablement le meilleur gardien au monde actuellement, ou pas loin d'être le meilleur gardien au monde. Il est aussi efficace sur sa ligne que de la sortie aérienne, que jeu au pied. Penalty. Et penalty, c'est probablement le meilleur gardien au monde au niveau des Mm. penalty. Et là encore ce soir, comme au match face à l'Autriche, il sort encore une prestation très 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 solide. Il sort les arrêts qu'il faut faire au bon moment. Il est rassurant, il dégage une sérénité, comme tu dis, à la fois à la main et au pied. On en parlait dans une émission précédente. Pour moi, c'est une des plus grosses plus-values de ces dernières années à un poste où, sans dire que Lloris était mauvais, c'est pas vrai, mais il est vraiment beaucoup plus fort, Maignan, beaucoup plus complet. Oui, et on a failli mettre Rabiot. On était à deux doigts de mettre Rabiot parce que, mine de rien, il est à l'origine de toutes les opportunités et il est dans un poste qui n'est pas le sien. Et il s'est Il a, quand même tapé Dumfries et Frimpong sur le couloir. Donc bon, c'est il a fait un très bon match. Après, comme on après l'a dit, rater une occasion aussi incroyable assez parce que éliminatoire ça pour change un Grenoble. match. Parce que ça change un match. Ça change un match. Et à l'heure actuelle, ça change juste un match. Mais
après la troisième journée, ça va peut-être changer ton euro complet. Et Parce ça, que c'est important. Ça, c'est c'est important c'est- d'en c'est- parler. c'est- c'est ce qu'on disait quand on regarde le programme qui arrive après. La première et la deuxième place n'ont rien à voir dans ce groupe. C'est-à-dire que on le voit ici que dans celui qui finira deuxième du groupe de la France, c'est-à-dire du groupe D, donc se retrouvera dans la partie du haut. Ah ouais, donc la Donc, partie avec l'Allemagne, avec l'Espagne et avec, on doit être pas et, loin du bah, Portugal aussi, non? et ben exactement. C'est-à-dire que ici, Ouf, premier du groupe F, ce sera très certainement le Portugal. Ici, on a d'ores et déjà l'Espagne. Il y a de grandes chances qu'ici, on ait l'Allemagne. Et en plus, le deuxième du groupe E, c'est c'est pas potentiellement, potentiellement la Belgique. ouais, C'est pas potentiellement la Belgique avec leur défaite. Donc ouais, à éviter la exactement. deuxième place quand même. Bah, totalement. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux enchaîner Belgique, Portugal et le vainqueur d'Espagne, Espagne-Allemagne. Donc quasiment tout ce qu'il y a de meilleur, c'était la Belgique dans ce début. Et à l'inverse, de l'autre côté, le premier du Le groupe D premier. donc prendra le deuxième du groupe du Portugal, très probablement la Turquie, ce qui est quand même Ce qui est quand intéressant. même moindre, même si c'est une bonne équipe, on va dire que c'est assez, c'est jouable. Exactement, et c'est Et il surtout jouera l'Angleterre, même pas, peut-être même pas l'Angleterre, vu bah, ce que pro. bon, l'Angleterre devrait finir premier, donc le vainqueur d'Angleterre-Italie très certainement en demi, mais avant ça, en quart, selon comment ça se goupille dans le groupe de la Belgique, il y a potentiellement le vainqueur d'un match du style Roumanie-Autriche en quart de finale. Donc vraiment, 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 cette Ouais, troisième il faut journée, vraiment, vraiment pas se tromper. C'est-à-dire que le prochain match, enfin, c'est pile ou face pour l'équipe de France, parce que victoire, ça suffira pas. Potentiellement, les Pays-Bas partiront favoris face à l'Autriche. L'Autriche qui est, avec sa victoire aujourd'hui, finalement peut se retrouver quand même meilleur troisième, sans problème. oui, largement. J'ai fait un premier état des lieux. Après, bon, tout peut arriver encore. Mais j'ai l'impression que cette année, il va y avoir beaucoup de troisième avec 2 points. On voit comme Ah, aujourd'hui. ce serait innovant. Ce serait peut-être l'une des On, rares fois où on aurait des troisièmes avec 2 points. on voit le groupe de l'Angleterre, par exemple. Si l'Angleterre venait à battre la Slovénie, ce qui est très probable, et que le Danemark et la Serbie fassent match nul, ce qui est très probable aussi, et que Ouais, le ce qui Danemark est gagne, fort probable même. eh ben, on se retrouverait avec un troisième qui a 2 points, avec la Slovénie qui a 2 points. Donc, Ouais, et ce serait ça, pas il y a le, il improbable. y a le- il y a le groupe de la Croatie aussi, où Croatie et Albanie risquent d'être en difficulté. Donc, je pense que 3 points, ça suffira pour se qualifier en troisième. Mais c'est pas gagné pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont quand même un match plus dur que la France en théorie. Oui, Mais l'Autriche, c'est quand même. On a vu une équipe autrichienne par rapport aux Polonais ils sont trop amoindris, les Polonais, là, sur cet euro. Mais bon, l'équipe de France, sans Kylian Mbappé, j'ai trouvé quand même, c'était quand même difficile. Ça aurait pu être un match des coiffeurs, ça aurait pu être l'opportunité pour Deschamps de faire jouer ceux qui n'ont pas joué depuis le début de l'Euro. Il n'y a pas encore eu de blessure pour des joueurs de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont encore pas une seule seconde sur le terrain. On pense à Bradley Barcola, qui est quand même un joueur vraiment percutant. Je suis très surpris de ne pas avoir vu rentrer contre l'Autriche ni contre les Pays-Bas. On pense à Jonathan Klaus aussi sur le couloir droit, oui, parce que ce qui est un peu Koundé, moins surprenant. c'est un peu moins surprenant, mais Koundé, quelque part, c'est la garantie défensive. Mais quand aujourd'hui, tu as Théo Hernandez et Koundé, donc Théo Hernandez qui fait du Koundé, quelque part, c'est vrai que tu te retrouves neutralisé. Après, contre l'Autriche, la France menait, donc il n'avait pas de raison de faire rentrer Klose. Et là, on sentait qu'il voulait tenir le nul. Mais bon, il y a un constat qui est très révélateur en fait de ce qu'est l'équipe de France à l'heure actuelle. C'est qu'en 2 matchs, la France n'a toujours pas encaissé de but. Et en 2 matchs, la France n'a pas marqué de but au final, puisque c'est un Autrichien qui a marqué contre son camp. Ouais. Donc ça, c'est quand même très, très, très révélateur du fait que défensivement, c'est plus que solide, mais qu'offensivement, il y a des ratés incroyables à C'est l'image du Deschamps, c'est du Deschamps dans le texte, c'est ça. c'est du Deschamps, on sait que ça peut aller au bout comme ça. Mais bon, c'est quand même compliqué de rater des aussi grosses occasions. On va dire qu'il faut Ouais. peut-être mieux les rater maintenant, mais c'est sûr que dans des matchs contre l'Espagne ou l'Allemagne, je pense qu'il y aura moins d'occasions de les rater. Ouais, et pour parler de l'Espagne, quand même, on voulait faire, juste un petit sujet sur l'Espagne. J'ai pas envie de parler de la qualité espagnole. Le jeu espagnol, ça a toujours été le cas dans l'école espagnole. Donc, c'est l'une des rares équipes nationales qui a toujours une philosophie de jeu. Avec l'Allemagne, on va dire, c'est les deux équipes nationales qui ont vraiment une identité dans le jeu. Et Ouais. l'Espagne, Depuis les années 90, parce qu'avant, on avait ce qu'on appelait la Furia Aura.
Ah oui, pour oui, te déboucher. c'était pas la même. Depuis les années 90, on est habitué quand même à l'école espagnole. La technique. Et là, on a une belle nouveauté. On en avait parlé en préambule des équipes outsiders. Et il y a deux joueurs qui transforment en fait cette équipe espagnole. La chance pour nous que c'est deux binationaux. Et Oui, et surtout la chance d'en avoir parlé justement en amont et de dire que c'est potentiellement ce que pouvaient apporter ces joueurs-là à cette équipe d'Espagne. Parce que ce que tu as bien signalé, c'est cette qualité technique qu'ils ont toujours eue. Mais le revers de la médaille, c'est que dans la période post-triplé donc de l'Euro et Coupe du Monde, ouais. c'était devenu une position très, très, très stérile. C'était devenu plus qu'ennuyeux que de devoir regarder l'Espagne. Et en plus, c'était même plus efficace. Ouais. Et donc, ils ont eu des éliminations catastrophiques. 2014 éliminé au premier tour. Ah oui, 2016e. 2018. La dernière Coupe du Monde également éliminée dès les huitièmes. Donc, c'était vraiment très stérile. Ça manquait trop de verticalité, trop de vitesse, trop de percussion. Là, je pense que c'est les trois mots qui définissent à la Nico perfection le genre de Williams. joueur. Je me demande comment Bilbao va être capable de garder une telle pépite. Et Lamine, ouais, ça m'étonnerait qu'il garde. Et Lamine Yamal, c'est probablement, on ne parlera pas de Ballon d'Or parce que c'est encore un peu tôt, mais à son âge, être capable d'avoir une aussi grande maturité dans le jeu, parce que c'est pas juste du dribble, c'est de l'intelligence dans le jeu. Il a toujours la passe au bon moment. Il a toujours. C'est sûr que si on le compare à Dembélé dans le choix. C'est l'opposé d'Ousmane Dembélé. Voilà, si on devait comparer les deux joueurs, c'est des qualités plus ou moins similaires avec Dembélé qui va un peu plus vite, mais dans le crochet, c'est le même profil de joueur. C'est un joueur, j'ai remarqué ça quand je regardais le match de l'Espagne-Italie, c'est que c'est un joueur qui a toujours sa prise de balle pied droit, Lamine Yamal. C'est très rare sur une orientation, il est d'abord pied droit pour après accélérer sur le pied gauche. Mais il a toujours de l'intelligence. C'est soit je rentre intérieur et je vais frapper, ou soit je cherche le redoublement avec mon ailier, ou soit je m'arrête, je repars. Il a le sens du jeu, un peu comme un Moussiala, il a ce sens du jeu. Et c'est vrai que Nico Williams, qui fait partie des meilleurs dribbleurs d'Europe, je pense que Di Lorenzo, on a découvert peut-être les plus beaux attributs de Nico Williams. Il lui a fait, comme dirait Omar da Fonseca, il lui a fait l'amour sans les préliminaires. Clairement, je pense qu'il t'a rappelé quelqu'un, Di Lorenzo. Il t'a rappelé Lilian Thuram en 2000. Ouais. Face à Munitis. Face à Munitis, il a subi, ou Ribéry face à Lizarazu. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça, il y a des ailiers quand ils sont déroutants comme ça. En plus, chaque accélération est passée. Il a trop de qualité. Il a trop de qualité parce que athlétiquement, c'est plus que fort, mais c'est pas juste ça. Et c'est vrai qu'on assiste beaucoup. On est sur Africa Power, sur ces deux joueurs-là, mais bon, on ne peut pas résumer non plus l'Espagne à ça parce que. Non, parce qu'il y a du Pedri qui est un joueur exceptionnel, Rodri qui est extraordinaire. Ouais. Pressing, ils sont revenus à ce pressing. Je me souviens qu'à l'époque, on avait ces discussions justement dans les années 2010 sur l'Espagne. Donc, tout le monde parlait forcément de cette qualité technique de l'Espagne. Et je te disais toujours que moi, ce qui m'impressionnait encore plus, c'est la perte. C'est la perte du ballon. C'est cette agressivité. C'était David Villa, on se souvient à l'époque, qui est Pedro et David Villa qui ont envoyé des sprints à haute intensité à chaque fois. Pedro, c'était impressionnant. Et on retrouve ça. C'est-à-dire que l'adversaire ne respire pas à la perte du ballon. C'est une folie. C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné, vraiment. On est d'accord. C'est surtout qu'on s'y attendait. Enfin, sur le papier, on s'y attendait un peu, nous, quand on a fait un peu l'étude des différentes équipes. Mais après, il fallait voir dans la réalisation, parce que le papier, quand on voit le papier du Portugal, quand on voit le papier aussi de l'équipe de France, quand on voit le papier de l'Angleterre qui est catastrophique depuis le début de l'Euro, finalement, l'Espagne, c'est pas vraiment le papier, mais c'est la partition. Oui, surtout qu'il y a deux joueurs qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là en Espagne. C'est donc Ruiz au milieu du terrain. C'est pas celui qui joue à Paris en tout cas, c'est pas le même de celui de Paris. Clairement, c'est un joueur plus que moyen en Ligue 1, et pourtant dans une équipe qui surdomine la Ligue 1. Et là, il vient de faire deux vraiment très très bons matchs, et deux excellents matchs, surtout celui contre la Croatie. Et Cucurella, c'était impossible qu'il soit titulaire pour nous. Je veux dire, à son poste, il y a le meilleur arrière-gauche d'Europe cette saison. Ah bah oui. Quand à l'arrière gauche du Bayer Leverkusen qui finit avec 10 buts et 16 passes décisives, Grimaldo, cette saison en Europe, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, et quand on se dit aussi que quand on voit Dani Olmo qui ne rentre même pas sur le terrain, qui est aussi un joueur qui a vraiment, vraiment des qualités exceptionnelles. Ouais, non, l'Espagne, ce sera Après, toujours pareil, on le sait.
les phases de qualification Mmh. et les phases d'élimination directe, c'est pas la même chose. Oui, surtout qu'ils peuvent se prendre l'Allemagne dès les quarts de finale. Et là, c'est pas la même. Et là, c'est pas la même. S'ils se prennent l'Allemagne, Donc bon, c'est pas la là, même. ils vont prendre un 3e de poule en 8e, donc il y a de grandes chances que ça passe assez facilement pour eux. Mais dès les quarts de finale, on risque d'avoir peut-être les 2 meilleures équipes depuis le début de la compétition. Ah ouais. Et c'est vrai que ça peut être déjà une finale avant l'heure, en tout cas une finale dans le jeu. Après, on sait très bien qu'il y a des équipes qui sont programmées pour lancer la machine à partir des huitièmes de finale et des quarts de finale. On pense aux équipes athlétiques, un peu comme l'Angleterre et comme la France et comme le Portugal. Il faut qu'ils arrivent déjà jusqu'en quart. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver en quart. Et à partir de là, c'est très, 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 très difficile de battre, de donner un score finalement face à ces équipes-là. Oui, puis il faut différencier 2 choses. Il faut différencier les équipes qui jouent le mieux, c'est-à-dire Ah, l'Espagne bien sûr. Et les et équipes qui l'Allemagne, gagnent. certainement, et les équipes qui seront très, très dures à abattre, la France et l'Angleterre. Dire l'Angleterre, OK, c'est horrible, nous ont encore fait une purge contre le Danemark, mais n'empêche que pour l'instant, ils ne perdent pas et qu'ils Ouais. seront durs à battre et qu'ils ont du talent devant, donc ils peuvent marquer à tout moment. Donc l'Angleterre, ça sera compliqué. Et la France, pour moi, défensivement, jusqu'au but de Simon, je me demandais comment c'était possible que la France encaisse un but. Ouais, c'est costaud, c'est costaud. C'est surtout qu'il faut passer les différentes barrières avant d'arriver. Et la dernière barrière, elle est encore plus dure que les barrières qu'il y a avant. Ah, c'est Donc, ça, bah, encore une fois, Saliba et Upamecano sont très solides. Voilà, ils ne font pas leur meilleur match. Surtout Saliba qui est très bon, mais pas au niveau stratosphérique qu'on lui connaît. Mais il n'empêche que les deux, bah, ils ne se font pas passer. ah Et, non, c'est trop fort athlétiquement. Et pourtant, en face, ils avaient quand même des joueurs explosifs. Et c'est là on se rend compte qu'ils ont le et pareil pour gabarit, Koundé. ils ont le physique et la vitesse de l'équipe de France. C'est ça, C'est et ça. pareil pour Koundé. Koundé est très décrié pour son jeu offensif à juste titre. Mais défensivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe pour l'instant Non, mais de en ce tout côté. cas, on aura l'occasion de discuter encore de tout ça. Il y a encore des gros matchs qui arrivent là. Dès demain, il y a un Turquie-Portugal à 18h Mmh. qui. On a envie de voir ça. J'ai même envie de me régaler avec Mikotadze et la Géorgie. Hein. Ah, bah totalement, sachant que Géorgie-Turquie, c'était le plus beau match jusqu'à présent. Ouais, comme quoi, des fois, on peut être surpris de l'affiche. Après, il y a une Belgique-Roumanie. La Belgique, je pense que la Très Belgique belle. aura vraiment, 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 vraiment envie de se rattraper parce que perdre le premier match alors qu'on a 80% de possession et qu'on a plus de 10 ou 12 occasions dans le match, Mmh. Et c'est Lukaku, c'est sa revanche. demain, il y a de très grandes chances que dans cette poule, toutes les équipes aient 3 points à la fin de cette journée, si la Belgique bat la Roumanie. Ouais. Et ce qui peut potentiellement, avec un Ukraine-Belgique et Slovaquie-Roumanie au dernier match, se retrouver dans le cas qu'on avait eu à la Coupe du Monde 94, où les 4 équipes ont 4 points à la fin, Oh oui, à ça à peut la fin être des matchs. exceptionnel, ça. Donc bon, Hâte ça de fait voir encore beaucoup de ça. choses, mais En tout cas, il y a des beaux scénarios à venir. on n'hésitera pas à débriefer. N'oubliez pas de vous abonner sur Africa Power, sur nos réseaux sociaux. On poste de temps en temps. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Twitter. On arrivera petit à petit sur les autres réseaux, mais pour le moment, on se régale de débriefer ça. N'hésitez pas à partager en commentaire. N'hésitez pas. Au plus vous commentez, au plus la vidéo remonte. Et écoute, bonne soirée à toi, mon ami. Et on se Bonne dit à très soirée. vite. On se retrouve dès demain. Allez.